Pour avoir préparé cet entretien, j'en parlais avec Jean-Pierre il y a quelques instants, c'était extrêmement difficile pour moi de dresser un plan pour voir où aller sans trop m'éparpiller, tant il y a d'informations. Du coup, on va parler de personnes qui traversent la vie de Jean-Pierre, qui traversent donc ce livre. Voilà, et puis Jean-Pierre nous racontera un petit peu les anecdotes liées à ces personnes, et puis l'époque également. Mais on va d'abord s'intéresser, Jean-Pierre, en vous saluant, à quelques citations que j'ai prises de Jean-Pierre, de Dionée. D'ailleurs, on vous appelle plutôt Jean-Pierre ou plutôt Dionée? On ne sait pas trop dans le livre. Oui, alors, non. Ça dépendait des personnes? Non, en général, on m'appelait Jean-Pierre. Il y avait Giraud qui m'appelait Gratte-Gratte. Je ne savais pas pourquoi. J'ai jamais su pourquoi il m'appelait Gratte-Gratte. Il n'a jamais voulu me le dire. La seule chose qu'il m'a dite, c'est pour mes 60 ans, il me faisait tous les 10 ans, pour juste les anniversaires décennaux, un portrait de moi. Et pour mes 60 ans, c'était le dernier qu'il m'a donné, je trouvais que j'avais un gros nez, vraiment. Et il me dit, je lui dis, mais tu m'as toujours fait un grand nez, et moi j'avais un petit nez fin. Il dit, ouais, oui, t'as vu, il a grossi, là, il va continuer, donc je faisais de la science-fiction, tu vas finir par ressembler au portrait que j'ai fait de toi. Eh bien voilà. Vous commencez le livre en écrivant « J'ai voulu publier mes souvenirs pour raconter ce monde disparu et expliquer à quel point il était différent de celui que nous connaissons. » Mais jamais vous ne dites, et certainement ça doit être votre pensée, que ce monde était mieux ou moins bien. Il y a certaines choses, on sent, qui étaient mieux, plus drôles, plus libres, mais ce n'était pas forcément tout mieux ni tout moins bien. Oui, alors ça, je crois que chaque génération a vécu plus ou moins bien son époque, et que donc, quand on lit les textes, quand ils sont avec l'Arsenal chez Noldier, tous les futurs romantiques étaient leurs gilets rouges, bon, ils vivent le plus grand moment de l'histoire du monde. Je pense que c'est vrai à plein d'époques. Il y a des époques où, hélas, il ne se passe pas grand-chose. Il y a des trous, hein, c'est comme en vin, hein, il y a des années pas terribles. Moi, j'ai traversé une époque, disons, qui était... Jean-Yves Sandrine, qui a bien connu cette époque-là également. On était à la fin du gaullisme, à la fin d'une espèce de chape, quand même, de plomb tantivonienne, surtout pour la bande dessinée qui était pour enfants. On était à une époque où le rock était encore quelque chose de... un peu pour embêter les parents, quand même. Hein. On écoutait aussi, mais enfin, on mettait fort, et puis on n'était pas mécontents. Et Guy Béard, quand je pense à lui, disait « Ce qu'on a perdu, ce que tu as perdu, ce qu'on a tous perdu, qu'on a commencé à perdre quand je suis arrivé, moi, c'est qu'avant-guerre, il dit, moi je suis là, et à l'époque, tout le monde aime Tino Rossi, et tout le monde. Il dit, après-guerre, tout d'un coup, il y a les cabarets, il y a la rive gauche, il y a tout ça, et on commence à se disperser, et le goût commence à cliver. Il y a ceux qui aiment le côté rive gauche, il y a ceux qui sont jazz, il y a ceux qui sont des sens du rock et tout, et plus le temps passe, et plus la musique est clivante. Alors qu'à l'époque de Tino Rossi, tout le monde connaissait par cœur. Alors, donc moi, c'est mon époque. Là, je regarde la salle, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai dit dans d'autres, quoique ça vaut le coup quand même. Non, quand j'étais petit, on n'avait pas le téléphone. Voilà. On allait au téléphone du village. Et on prenait un café d'ailleurs. Et puis, oui, quand on a acheté le poste de télévision avec l'écran comme ça, c'était un événement prodigieux. Et moi qui œuvrais pas mal dans le monde de la science-fiction, on a deviné certains trucs, c'est un peu du hasard, parce qu'on n'a rien vu venir de la téléphonie mobile, d'Internet, de Macintosh, de tout ça. D'ailleurs, quand on reprend la science-fiction, ça n'existe pas, cette transformation en homo Macintosh, machin, qui se déplace dans la rue en parlant tout seul, en disant j'arrive, je suis en bas, j'ai la baguette de pain. C'est un monde qu'on n'a pas connu, et on a connu une époque où
effectivement, par exemple, le téléphone était un objet rare. Et ben, ça change la vie. Hein. Alors, de là à dire qu'ensuite, aller chercher un morceau de musique sur un ordinateur, ça aussi, ça change la vie, totalement. Nous, on pouvait lire, regarder au cinéma, lire en bande dessinée ou lire en roman, à peu près tout ce qui nous intéressait. Il y avait beaucoup moins de livres. Pour prendre l'exemple de la bande dessinée, j'ai repris une année qui doit être l'année 72. En 72, qui était une année forte, hein. Il y avait beaucoup de choses. Il paraît 300 albums, dont la moitié qui sont vraiment pour les tout petits. Ça a disparu, l'album de BD pour enfants. Hélas. Et ça a disparu, voilà. Je me pose d'ailleurs la question sérieusement, est-ce que ça sera la prochaine croisade? Parce que c'est un peu n'importe quoi qu'à force d'aller faire de la BD adulte, il n'y ait plus de BD pour enfants. Mais on pouvait lire à peu près tout ce qui vous intéressait en polar, en science-fiction, en romancier, j'allais dire à la James Jones, qui faisait des pavés comme ça, genre Tant qu'il ira des hommes. Oui, on pouvait tout lire. Et d'ailleurs, on avait tous lu les mêmes livres. Dans la bibliothèque de tous mes copains, je pense à la petite maison de Giraud, mais je pense aussi à Jean-Patrick Manchet. Il faut que je finisse la préface de la fin de ses chroniques pour demain matin d'ailleurs. Bon, on avait tous Ambre de Kathleen Winsor et évidemment Autant n'emporte le vent. Donc il y a un moment où on a tous une culture totalement commune. Bon, effectivement, aujourd'hui, si vous me demandez si j'ai lu les 5500 albums de bande dessinée qui sont parus, plus les 2000 albums de super-héros, non, les 1000 albums de super-héros et les 3 4000 mangas, non. On est passé, alors je ne dis pas que c'est mis en mal, hein. C'est un monde de surabondance d'un côté, alors que nous c'était arraché. Voilà, c'était. Il y avait plus l'idée de quête finalement. Aujourd'hui, on a tout à disposition. Oui, il y avait une idée de quête et je pense qu'il y avait une idée d'aventure. Alors, c'est des aventures totalement minuscules, mais moi je me souviens d'avoir pris l'autocar pour aller à Bruxelles, parce qu'il n'y avait pas de train sous la main et tout, pour aller voir un film qui s'appelait Les Chevaliers du Démon, qui était un petit film d'horreur assez sympathique, pour voir la fameuse version pas censurée qu'on avait en France. Bon, il y avait une pauvre fille qui montait sur une table et dont vous voyez, il a payé une paire de seins pendant 3 secondes. Alors, on est tous revenus avec Jean Boulet en tête, en disant, ça y est, on a vu la scène salienne. On a un peu exagéré la scène salienne, on n'en voudrait pas au Moulin Rouge aujourd'hui. Dans le livre, vous écrivez aussi « Je m'entraîne à devenir Jean-Pierre Dionnet ». Alors c'est un moment très particulier, très précis de votre vie, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être devenu Jean-Pierre Dionnet? Je crois qu'on finit par se ressembler, c'est-à-dire que je pense qu'avec l'âge, il y a 2 choses qui se passent. Bon, il y a une chose désagréable, c'est qu'on commence à voir les autres traverser et on se dit bientôt, ils sont très apparents. Mais d'autre part, les expressions qu'on a eues dans sa vie, les gestes, etc., vous ont changé le visage. C'est-à-dire que quelqu'un qui était naturellement aigre, un peu méchant, jaloux, mais qui arrivait à le dissimuler jusqu'à 45 ans, tout d'un coup, on voit qu'il est méchant. Quelqu'un qui est un peu curieux, on voit qu'il est curieux. Il n'y a qu'un phénomène qui m'avait un peu fasciné, dont je ne parle pas dans le livre, c'est qu'un jour on a fait des photographies des anciens Canal+, à la chambre, avec une seule, comme ça, et le photographe après me dit, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Et je dis, oui, elles sont bien tes photos. Il dit, non, c'est pas ça. Et après il m'a montré, ça remonte à 10 ans, donc on a à peu près, à l'époque, entre 50 ans et Rousselet vers la 72, ou je sais pas quoi, le plus âgé. Il y avait ceux dont les yeux s'étaient éteints et ceux dont les yeux étaient toujours allumés. Et ça, c'est un truc terrible à voir, parce que dans la vie, la personne, comme elle bouge, on ne remarque pas, mais la photo à la chambre, elle ne ment pas. Alors j'espère que je vais garder un peu de lumière dans les yeux encore pas mal de temps, et puis j'espère que je ressemble à ce que je suis, c'est-à-dire
J'ai toujours un visage, comme disait ma mère, à embrasser une chèvre entre les deux cornes. Bon, ben, c'est comme ça. Et puis se sont rajoutés des petites ridules, des petits coups de poing idiots de banlieusards qui ont fini par ressembler à des rides. Oui, on finit par se ressembler, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, même plus âgé, j'ai fait hurler de rire un jour ma femme, parce que je lui ai montré des photos de Robert Ryan jeune, et je lui ai montré Robert Ryan dans La Haute Sauvage. Je lui ai dit, tu vois, quand je serai vieux, je me rencontrerai à ça. Elle m'a regardé, et puis elle s'est roulée par terre de rire. Évidemment, je ne ressemblerai jamais à Robert Ryan. Mais Robert Ryan lui-même disait, et Winmark disait pareil, on a fini par ressembler à ce qu'on était. Ils étaient assez contents de leur évolution physique. Oui. On va passer aux personnes qui ont accompagné votre vie. J'aimerais commencer, alors, parfois une personne, parfois je les ai regroupées de façon très aléatoire. Là, j'aimerais parler, puisque c'est comme ça, des 4 Jacques. On va voir si je vous parle des 4 Jacques, qui pourrait-il être? Alors, il y a ce fou furieux, parfois génial, parfois fabulateur, qui est Jacques Bergier. Oui. Évidemment, l'homme de planète, qui a quand même fait beaucoup. C'est lui qui va le premier publier Lovecraft, Howard, en dehors des soucoupes volantes, hein, sur laquelle j'ai la même opinion que Jung. Elles existent peut-être pas, mais peut-être qu'elles existent. C'est des images mentales, peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, on pourra prouver qu'elles n'existent pas. Alors après ça, il y a Jacques Boimard, qui est donc un cas particulier, voilà, parce que Jacques Boimard, je l'ai comme prof à l'université, et comme il étudie un article que j'ai fait, à la fin, je vais le voir, et je dis, excusez-moi, monsieur Boimard, il me dit, bah, le plus simple, c'est qu'on se tutoie, puis on va devenir copains. Il y a Jacques Sadoul. Oui. Son concurrent direct, j'ai lu avec sa faconde du Sud. Alors, j'oublie un Jacques. Alors là, ce sont les 3 Jacques. On va revenir d'ailleurs sur eux, mais il y a le Jacques du collège, qui lui a eu le regard qui s'est éteint, la faute au flic, la faute au Condé, comme on peut dire. Jacques Messrine. Méry. Ah oui. Ben oui, Jacques Méry et Jean-Pierre Dionnet. Élève de Juilly, et dont j'ai eu le petit bureau avec JM gravé à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand j'ai mis mon fils dans le même internat, comme quoi j'ai voulu faire le malin, j'ai dit pourquoi vous mettez votre fils ici? Je dis parce que je pense que moi ça m'a réussi, je pense que ça réussira mon fils. De toute façon, à peu près tous les gens qui sortent de chez vous ont bien réussi dans leur métier, regardez Mérine. Et là, le directeur n'a pas trouvé ça drôle, mais non, du tout. Pourtant, en tant qu'ennemi public numéro 1, on n'en a plus vraiment depuis, effectivement. À ce moment-là, on a oublié un Jacques, c'est Jacques Noël. Oui. Le regard moderne, qui était à lui seul un puits de science et de découverte, et qu'on a tous un peu délaissé avant qu'il nous quitte et qu'il ferme sa librairie, parce qu'il était tellement rentré dans nos têtes que quand on arrivait, qu'on soit pas venu depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, il a mis de côté 20 bouquins qui n'étaient que pour vous. Et on repartait avec une pile comme ça, et alors on se disait entre nous, oh, si je vais voir Jacques Noël, je vais encore me bloquer 50 kilos de bouquins. Ouais, mais il nous a fait découvrir des trucs sidérants. Alors, Jacques Boimard et Jacques Sadoul, vous disiez, concurrents l'un et l'autre, très important, tout comme Jacques Bergier au début de votre vie d'homme. Oui, j'ai oublié Gérard Klein, que j'ai moins bien connu, que je vois encore maintenant, qui est un des derniers avec Curval de cette génération science-fictionneuse. Oui, Jacques Sadoul, d'abord, Jacques Sadoul et Jacques Boimard, ils m'ont commandé des articles. Ça sera parmi mes premiers articles, et pas dans des fanzines, dans des revues imprimées, payées un peu quand même, si pas des sommes faramineuses. La plupart du temps, c'est vrai que dans les fanzines, on n'est pas payé, et dans les revues dites semi-professionnelles, on n'était pas payé. La beauté du geste. On voulait publier, ça c'était vital. De toute manière, je crois que le type qui veut commencer à faire son chemin si ce n'est pas le chemin du journalisme ordinaire de faits divers et tout, etc., il a intérêt à publier quoi qu'il arrive.
Donc s'il n'est pas payé, ben, il n'est pas payé, ben oui, et puis la deuxième fois il laissera peut-être, et surtout il aura quelque chose dans la main, et surtout il verra ce que ça donne une fois imprimé. Et au départ on a des grosses déconvenues, je pense surtout aux dessinateurs, plus qu'aux écrivains. Les écrivains voient moins facilement leurs erreurs et tout, plutôt ils les voient, ils peuvent les corriger. Les dessinateurs, là c'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui ont fait des trucs extraordinaires, très très beaux, avec des couleurs incroyables, un trait d'une finesse sidérante, et puis une fois imprimé, ça passe pas. Mais du tout. Alors là, il y en a quelques-uns qui actuellement ne pourraient pas exister. D'ailleurs, ça n'existe plus, c'est-à-dire que quelqu'un comme Franck Margerin, qui dessinait vraiment, comme il disait, pas bien, dans des trucs pour enfants pour Nathan, il a vraiment fallu 3 ans pour qu'il commence à dégager un trait personnel et pour que ça commence à marcher. Et c'est le seul dessinateur que j'ai jamais connu, parce qu'il y a toujours les grandes gueules qui dessinent comme des pieds, qui disent voilà, mon œuvre géniale et tout. Bon, généralement, elle ne l'est pas. Lui, pendant 3 ans, il me dit pourquoi tu le publies? J'ai dit mais c'est de mieux en mieux. Il disait enfin, quand même, c'est pas bien. Hein. Moi, je suis à côté de Moebius et tout, qu'est-ce que je fais là, moi, avec mes petits traits, mes petits vieux et tout. Alors, il y a ça. Alors ça, c'est... Je l'évoque dans le livre, c'est un de mes regrets, c'est, en tout cas pour la bande dessinée, c'est l'obligation de se formater pour un album. Ce qui fait que soit le type décide de devenir clone, clone de tous les 13 et autres, clone de tous les IRS, c'est-à-dire à faire une bande dessinée qui existe déjà, et généralement ça se passe mal, parce que le héros a une tête au début et il n'a pas la même à la fin de l'album, qui n'a pas le temps de refaire, et généralement c'est un peu le cas de certains films aussi, c'est souvent l'album unique, c'est-à-dire que la porte s'est entrouverte, s'il a de la chance qu'il a un peu dépassé, il fera un deuxième album, mais souvent il y a des soldeurs à Paris où je découvre constamment des livres que j'ai ratés il y a 3 ans, mais que je n'ai jamais vus nulle part. Ça, c'est particulièrement vrai de la bande dessinée, parce qu'il y a beaucoup de boutiques spécialisées, mais c'est vrai du roman aussi. Il y a des domaines qui sont maintenant privilégiés, c'est parce qu'il y a beaucoup d'événements, c'est par exemple la science-fiction, c'est le polar, donc l'un dans l'autre, on arrive à peu près à suivre. Moi, j'adorais Choron. Quand on a eu des soucis avec la censure, on était souvent convoqués en même temps à la 14e chambre correctionnelle pour attentat à la pudeur par voie de presse. Je tiens à vous dire qu'il ne s'agit pas du tout de Stan the Flasher, hein. Il s'agissait de la couverture d'un numéro ou d'un dessin à l'intérieur. Choron, à qui je faisais des virées où on dépensait une fortune en boisson, il sortait ses liasses. Choron qui me commande une histoire, et puis je voudrais être payé moi. Alors je lui dis, professeur, c'est bien, mais ce qu'on a dépensé chez Dodin Bouffon à midi, ou ce soir chez Castel, ou chez machin, vous me devez 600 francs, et un jour j'en peux plus quand même, parce que j'en ai besoin de cet argent-là. Je vais le voir dans son restaurant, qui est Dodin Bouffon, il occupait la moitié du restaurant avec son équipe, et il dit, allez, viens, on va bouffer un morceau et tout, alors, il était tout ça, là. Je dis, ouais, mais moi, professeur, vous êtes payé. Là, j'avais plus Choron, tout ça. D'ailleurs, j'avais toujours professeur. Il me dit, oh, tu me fais chier. Il prend un chéquier, il fait un chèque, il signe en bas, il dit, allez, mets maintenant ce que je te dois. Et puis, j'ai écrit 390 francs, la somme qu'il me devait. Il regarde le chèque, il était un con. Je t'ai fait un chèque en blanc. Tu aurais mis 3900 francs. Ou même 39 000 francs, ça se trouve, je les ai sur le compte en ce moment, je te payais pareil. Allez, assieds-toi, bouffe, mais t'es un con, je t'ai fait un chèque en blanc. Alors, effectivement, après j'ai refait 1 ou 2 articles, et effectivement, j'ai vu aussi que je serais peut-être pas payé, et puis j'aimais mieux le garder comme copain, et puis aussi je pouvais pas suivre son rythme. Je parle de son rythme boisson et autres, parce que le côté un jour et une nuit, on va dormir un peu dans les bureaux le temps que tout le monde arrive, et puis à midi on va faire la soudure en allant boire un bon coup, et puis ce soir qu'est-ce qu'on fait? Je me disais, il faut être Choron quoi. J'avais pas le gabarit, ceci dit, même lui il l'avait pas. Mais je pense que ce qui s'est passé de terrible
à Charlie Hebdo, ce ne serait pas passé à Akiri, quand il avait son truc avec les barreaux rue des Trois Portes et tout ça, et qu'on est dans la place derrière, où il y avait un arsenal militaire, carrément. Mais c'était un ancien de la Légion, hein, je crois. Ah oui, c'est un ancien de la Légion. Non, pas la Légion. La Légion, c'est Guy Bellard qui était légionnaire. Mais lui, c'est un ancien qui disait, j'ai fait quelques saloperies quand j'étais en Indo, c'est vrai. Et alors, il avait des fusils de chasse, il avait un fusil à éléphant Gilles Vie qui m'avait beaucoup marqué, parce que je voyais les balles épaisses comme ça et tout. Là, il s'était retrouvé sur un bec, et la paranoïa de Choron, hélas, elle aurait été bien nécessaire. J'ai vu Willem il y a 3 jours, il est encore là, il est même surpris d'être encore là, et on se regarde un peu comme deux diplodocus, et on s'est conseillé l'un à l'autre 2-3 bouquins, et en disant, bah oui, mais maintenant on n'a plus d'endroit pour en parler. Bah nous, on est là pour parler en tout cas de votre bouquin. Alors on va passer, alors là j'ai tenté pour voir s'il peut y avoir une analogie. Alors ça pourrait être John Paul, George et Ringo, ou bien D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, ou bien les 4 fantastiques. Ce serait qui pour vous? Oui, alors, évidemment, moi c'est difficile parce que nous on a les humanoïdes, on a une pièce rapportée qui est Bernard Farkas, qui est censé être le financier, qui nous trouve de l'argent, et puis qui voit que le journal démarre pas fort, puis qui ne trouve pas d'argent. Donc je ne vois pas quel rôle lui donner trop là-dedans. Porthos, on n'a pas le truc. Moi je me prenais pas mal pour Aramis, je trouvais que j'aimais bien. Quant à Mégus et Drouillet, lequel est D'Artagnan, c'est pas facile. Hein. Non, pas les 4 fantastiques, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de femme invisible et tout ça. Mais. L'analogie avec les Beatles alors, peut-être? Peut-être l'analogie avec les Beatles du coup? Peut-être l'analogie avec les Beatles, oui, parce qu'il y avait les plus grandes gueules et les moins grandes gueules. Et puis à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, comme je suis quelque part la pièce rapportée, puisque je n'ai jamais rien fait jusque-là pratiquement. Ouais, je suis par rapport aux autres, même Farkas qui vient d'édition, à ce moment-là, je suis D'Artagnan. Je suis celui qui doit prouver aux autres qui sont déjà là qu'il a une utilité, mais c'est eux qui pensent que j'ai une utilité, c'est le contraire des 3 mousquetaires. C'est eux ou Mandrika qui disent viens m'aider à faire ceci, fais-moi un scénario pour ça, parce que moi je pense que j'aurais très très bien pu rester du côté des lecteurs, voilà. Alors il faut que je trouve un métier. Mais pour moi, le monde mystérieux des gens qui font les livres là-bas à Paris, qui les écrivent, des gens qui dessinent de tout ça, c'était pour moi un monde un peu nébuleux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais plus rive droite que rive gauche, d'ailleurs, même si j'allais des fois rive gauche, parce que dès que j'arrivais à rive gauche, il y avait une espèce de bonne entente entre les éditeurs, les auteurs, et tout comme ça. J'avais l'impression que c'était des cousins. Tandis que nous, on arrivait de nos banlieues différentes. Et puis, on était un peu des sauvages, oui. Alors, là, il y a de la musique qui commence à venir, ça tombe bien. On va parler, est-ce que c'était votre bras droit? Est-ce que vous étiez son bras gauche? Je ne sais pas. La musique, le rock, Philippe Manœuvre, ça peut être les 4 sur le coup, en tout cas, on a l'impression entre vous. Philippe Manœuvre, on est un peu comme Laurel et Hardy, c'est-à-dire qu'on s'est perdu de vue, on s'est revu. Je me souviens entre autres pour l'interview de McCartney qui ne s'est pas très bien passé, parce qu'on a vu que nos chemins avaient divergé et qu'on n'avait plus rien à se dire. Mais c'est pas négatif. On a été 10 ans dos à dos contre le monde entier, se battant dans notre journal, se battant à la télé et tout. Et puis c'est un vieux couple qui, à un moment, a plus grand-chose à se dire. On s'est revus, des fois c'était bien, des fois c'était pas bien. D'ailleurs, anecdote qui n'a absolument rien à voir, mais qui n'est pas dans le livre. Un jour, le grand dessinateur de bande dessinée, qui est Tannéo Libérateur, fait les costumes d'Astérix et Cléopâtre. Il met un soin particulier pour le costume de Monica Bellucci, qui fait faire des essayages plusieurs fois. Monica Bellucci. Et alors, il dit voilà, alors je suis avec mon beau-frère Olivier Dahan et tout, et ma belle-sœur, et il dit vous savez ce qui s'est passé quand j'ai eu César de meilleur costume?
penser que j'étais devenu trop cher. Alors on m'a plus commandé de costume. Alors, très cher ami, ami intime, et vous découvrez que ce monsieur-là, vous avez cité son nom par rapport à l'émission de Skyrock, était votre ami intime, et il était l'ami intime de tout le monde, c'est Serge Gainsbourg. Beaucoup de tendresse dans vos mots concernant Serge Gainsbourg. Ah oui, parce que Gainsbourg, quand je lis les mémoires de Manœuvre, ça sonne vrai, tout ce qu'il me raconte de Gainsbourg sonne vrai, c'est apparemment le rapport qu'il avait avec Manœuvre qui était, dis moi je vais faire un truc pour les kids, est-ce que tu penses que si je fais ça ou ça, etc. Et moi j'ai droit par contre au grand dépressif, presque chez le confesseur. C'est d'ailleurs, j'arrêterai de le voir pour deux raisons, parce que j'arrête de boire et puis pas, et que c'est là que j'arrête de voir Choron. J'arrête aussi parce que le soir, quand je le quitte, je suis un peintre raté, je fais des chansons, c'est à moitié fait ni à faire. La plupart, ça vaut pas tripette, hein, je suis pas chaque traîné et tout. Le soir, il va mieux. Alors, on a bien déjeuné, on a bu tout l'après-midi, et vers 8h, il dit on va peut-être aller dîner en face au chinois. Je dis oh non, je vais peut-être rentrer. Et lui dit oh, moi je vais un peu mieux. Mais moi, je rentre avec son bagage. Qu'on appelle ça confesseur ou psychanalyste ou ce qu'on veut, je découvre un personnage très très fragile et avec moi, il est celui qui s'auto-maudit. Il y a une anecdote que je n'ai pas dite dans le livre parce que ce serait mal prise, mais je peux vous la raconter. En plus, il l'a rattrapé après. On dînait tous les dimanches chez Jacques Wolfson, qui avait lancé tout le monde à l'époque, Dutronc, François Hardy, Gainsbourg et tout. Et c'était le samedi soir. Et Serge Gainsbourg, à un moment, il est ivre-mort. Et il se pète l'arcade au coin de la cheminée. Alors bon, on appelle les urgences et tout, on va lui mettre 3 points de suture. Et puis le lendemain, je vais manger les restes chez Jacques Wolfson. Et puis on voit dans le journal du dimanche, Serge Gainsbourg agressé par des parachutistes. Alors Wolfson l'appelle. Avec une belle résonance ici à Strasbourg, hein, voilà. Gainsbourg et les parachutistes. Alors c'est là qu'il s'est rattrapé, c'est qu'après, quand il était vraiment face aux parachutistes, il a tenu tête. Mais là, tout ce qu'il trouve à dire, à Wolfson, il dit bah, tant qu'à se payer une arcade, mettez une arcade, autant que ça serve à quelque chose. Et en disant ça, il se moque de lui. Parce qu'en plus, c'est pas vrai qu'il était bourré sur les plateaux. Non, il buvait du thé sur les plateaux. Dès qu'on avait fini la prise, à ce moment-là, le thé devenait du whisky, ou un 121, c'est-à-dire un double nom, ou un double 52, enfin un double Ricard. Mais en fait, il buvait pas tant que ça. Par contre, il buvait tout le temps. Alors, on a beaucoup parlé d'hommes, on va parler de femmes qui sont aussi le long du récit. À tout seigneur, tout honneur, Fatima. Bah oui, ma femme depuis maintenant 25 ans. Wow, 25 ans. J'avais jamais passé le cap des 7 ans. En fait, j'étais pas prêt à me marier, je me suis marié, tout le monde se mariait autour de moi. Et puis au bout d'un an, j'ai commencé à sortir, elle sortait pas. Bon, elle s'apercevait même pas que je rentrais à 6h du matin. En fait, je faisais pas le con, hein. On faisait le monde jusqu'à 6h du matin avec Topor ou Hippelart et tout ça, et puis on rentrait chez nous. La deuxième, ça sera mal entendu, c'est une espèce de bombe qui fait des abus divers. Hélas, les abus finiront par la rattraper, on rentre dans les années sida et tout ça, sniffette et tout. La troisième, ben, ça sera pareil, ça sera dramatique, et ce qui fait que j'arrive tard comme père de famille, mais en fait, heureusement. D'abord, ça ne va pas être un bon père, hein, parce que le père qui est toujours en Chine, ou le père qui sort tous les soirs, ça limite le contact. Je n'étais pas prêt à avoir des enfants. Et mes enfants, par exemple, ça paraît très très paternaliste, par exemple, à Métal, c'est des gamins comme Serge Leclerc qui a 17 ans. Moi, je veux bien qu'il aille boire des bières le soir en grosse bonbon, mais je veux que le lendemain, il puisse travailler. Alors, Serge, tu finis ta planche sur le mais là, il y a un concert demain. Non, Serge, non, j'ai promis à ta maman que... Et pour les dessinateurs qui vont tomber dans les excès divers, très jeunes, autant que possible, j'essaie de les empêcher. Bon, hélas, dans certains cas, l'époque étant ce qu'elle est, on va
a passé des années enchantés, c'est-à-dire on fait le con, on rigole, où souvent il y a Mastroianni qui vient se joindre à la bande, où il y a Pénard et Topor, et qui chaque fois dit « Bah, c'est Marcello ». On dit « Oui, c'est ça ». Il dit « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» On parle de quoi? On parle des femmes, on parle de la vie, et il y a une petite qui monte, là, il n'est pas à l'époque Geek de l'œuvre et tout ça. Elle dit, tu viens danser dans ce dit, non, tu vois pas que je parle, on parle des trucs importants, on parle de la vie, de la mort, et descends, j'arrive. Et je n'ai pas prêt à avoir des enfants, alors effectivement, un jour j'ai une femme, et c'est pas qu'elle a 17 ans, là, ça veut dire each, ça fait bientôt, ça fera, donc c'est une femme pour la vie, elle a du caractère, il vaut mieux avec moi, parce que on pourra parfois traiter de faux gentil, on va dire que je suis pas un vrai méchant, mais je suis pas non plus, je suis comme tous les types qui font ces métiers-là, on est un peu égoïste, on est un peu cyclotimique, quand on va bien, on croit qu'on a inventé l'eau chaude, on est insupportable de ça y est, j'ai une idée extraordinaire et tout, quand ça va pas, là on est carrément, me suicider ne suffirait pas, donc je dois être à peu près aussi invivable que la plupart des, entre guillemets, créatifs. Je crois que ce qu'il y a de bien quand on veut être rédacteur en chef ou trouver des films et tout ça, etc., c'est qu'on a une espèce d'antenne verticale au-dessus qui capte des choses de l'atmosphère. C'est très très bien, mais on capte toutes les saloperies aussi. Et donc, on a tendance à être cyclotimique, à être moi, je vivrai pas avec moi, hein. Je suis pas obligé. On dirait du gros Marx. Ah ouais. Ah oui, non, c'est insupportable. Insupportable, en plus, le mec qui parle tout le temps, il y a toujours... qu'est-ce que... On était sur une question précise, ça y est, je dérive. Alors pendant longtemps, j'ai dérivé, je me rendais compte que c'était une défense pour ne pas aller au centre en me disant il y a peut-être un centre, etc. C'était l'absence d'un but véritable. Je crois toujours pas à un but dans la vie. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se déplacer, de faire des choses, de produire, et que si on commence à se demander le pourquoi du comment et tout, je pense que tout ça, qu'il ne faut pas démonter la machine d'horlogerie. Je pense que tous les artistes sont des grands malades, qu'ils ont tous quelque part un manque à combler, et que ce manque à combler, il le comble avec de la création, mais c'est pas forcément... Moi, je sais pas, je cherche à me dire, est-ce que j'ai rencontré des artistes heureux? Bon, il faudra que je réfléchisse encore. Bon, je vais bien en trouver. Non, je crois pas. Des artistes vraiment heureux, non. Et une femme, alors qui elle n'était pas forcément toujours heureuse, mais qui vous a rendu, je pense, très heureux, et votre banquier aussi, c'est Gwendoline. Ah, Gwendoline, ça c'est formidable, ça. C'est Gwendoline, en plus, Gwendoline va provoquer la vocation d'un jeune éditeur allemand. Un jour, je me promène à New York, et il y a un type qui est plus ou moins lié avec des gens pas très nets du côté de la 42e rue. C'est la grande époque de la 42e rue de Taxi Driver, hein, avec les junkies dans la rue, les prostituées partout, les trucs comme ça. Ça sent désinfectant, on va dire, un peu partout. Il y a un sex shop tous les 2 mètres et tout. Et je vais rencontrer un type qui a les droits. Alors, normalement, il n'a pas les droits puisque c'était interdit, de Gwendoline. Mais comme je dirais aux producteurs qui achèteraient les droits pour en faire un film plus tard, ils n'ont pas les droits, mais il faut les payer eux. Hein. Parce que ces gens qui n'ont pas les droits là, sur la 42e rue, là, qui possèdent 20 sex shops et autres, c'est pas un procès qu'ils vont te faire, il faut les payer. Hein. Ils n'enverront pas d'huissier. Et on sent Gwendoline cher, hyper cher. J'allais dire qu'un livre de BD, à l'époque, s'il est à 10 francs, on est à 30 francs. Et alors, on voit débarquer une faune extraordinaire dans les bureaux. Alors, au départ, on a 3 bouquins. Le Bandar Fou, qu'on a récupéré de Nicolas Savane, un bouquin de Claude Auclair, les 2 premiers Métal Hurlant, qui ne sont pas tellement vendus. Et alors, il y a des types qui arrivent en impair comme ça, et puis ils disent, alors je voudrais celui-là, et puis ils montrent Gwendoline, ils disent, et ça, et ils le mettent au milieu. Ils achètent tout. Alors, la petite
standardiste qui s'en occupe, elle dit, il y en a, ils sont quand même vraiment glauques. Hein. J'écoute, ils nous font bouffer. Et pour la petite histoire, il y en a un ou deux, je reverrai plus tard, qui me diront, mais est-ce que vous pratiquiez le sadomasochisme? Je dis non, j'ai publié, parce que je trouve ça joli, je trouve les dessins très très beaux. Il me dira, ah, vous savez pas ce que vous perdez. Et pour la petite histoire aussi, il y a un éditeur allemand, une espèce de hippie entouré de vierges folles, qui a un directeur financier qui me paye, parce que si je vais être payé de Schweizer-Metall, il me paye un numéro, je donne le suivant. Et ce directeur financier, il va en avoir marre de faire le boulot de l'éditeur qui vit avec son espèce de gynécée et tout, et il va décider de lancer sa maison d'édition, il s'appelle Bénédicte Taschen. Et il va commencer avec Gwendoline, et après il va faire tout le sadomaso. Moi je vais arrêter, je vais me calmer très 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 vite, parce que je vais en sortir 3 4, ça va très très bien se vendre. D'autant que là-dedans il y a des dessinateurs conséquents comme Jim, qui faisait des femmes presque robotiques, pour moi qui est plus de la science-fiction. Mais on va avoir un bouquin qui s'appelle Prisonnière de l'armée rouge, qui est interdit totalement à l'affichage, à la réseau des mineurs, à la publicité. Ça fait très mal, parce qu'on ne peut plus vendre le livre. Et puis derrière, on va faire un truc qui s'appelle, je sais plus, un livre de Hennig, qui dessinait un peu comme Hogarth, mais du sadomaso. Et là, c'est l'interdiction totale. Et là, quand même, là, le juge de la 14e chambre correctionnelle, il dit, vous savez que ce qui se passe, si vous aviez une 3e triple interdiction, ben vous êtes soumis au dépôt préalable. C'est-à-dire qu'il faut faire les livres, les imprimer, et après nous les proposer pour voir si on peut les éditer. Donc on serait mort. Et on n'aura pas la 3e interdiction. Entre-temps, Métal Hurlant a été interdit, mais juste à l'affichage. Donc ça s'est arrangé plus tard. Entre-temps, Ananas, journal fait par des femmes où j'ai pas le droit de mettre les pieds, mais c'est moi qui vais à la chambre correctionnelle quand même, hein, parce que je suis directeur de publication. Ananas en mourra parce qu'il ne se vend pas beaucoup, en même temps que Surprise de Willem qui en mourra. Ce qui est très marrant, c'est qu'une dessinatrice de métal a pris ses grands chevaux à l'époque, c'était Chantal Montelier, en disant oui, le journal fait par des femmes, interdit par des hommes. Pas du tout. Le roi de la censure, Bernard Joulet, a été chercher toutes les feuilles du procès, et en fait, ce sont les mères de famille chrétiennes et communistes, pour une fois unies, qui ont interdit Ananas. Et en gros, ce sont les associations de mères de famille qui siégeaient à la censure qui nous ont vaincu tous les ennuis. C'est un peu comme l'histoire de Strange, pour ceux qui ont connu ça. Parmi, par exemple, l'interdiction des numéros de métal, c'est pour des couleurs traumatisantes de violence. Des couleurs traumatisantes de violence, c'est dur à situer juridiquement. À quel moment on devient traumatisant par sa couleur? Le rouge est bien rouge. Voilà. Je regardais hier, j'étais un truc sur Jacobs. Il y a des couleurs traumatisantes chez Jacobs. Quand on est dans les cauchemars et tout. Sauf que non, en fait, on était tout ce qu'ils n'aimaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'ils n'aimaient pas chez nous. Mais c'était notre liberté de ton. Et alors, en fait, Métal, je n'avais jamais lu. Donc on fait un journal, on ne lit pas. On n'a pas le temps, on est déjà en suivant. Et je l'ai lu récemment. Waouh, on était violents à l'époque. Hein. On était violents. Mais vraiment, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus d'histoire et tout. La seule fois où j'ai eu des menaces de mort, qui n'ont pas été suivies des faits, là, celui-là, ça a été pour un livre d'un Brésilien qui s'appelle Alain Voss, Heyman. Donc le héros, c'est un mec avec une Stratocaster, habillé avec un collant noir et rouge, couvert de swastika. On a pleine période punk qui arrive. Je vais être menacé par l'extrême droite pour avoir profané la swastika. Voilà. On n'est jamais menacé par qui on croit en fait. On va parler alors là d'une menace, d'une femme qui vous a menacé. C'est Françoise Verny, qui est chez Gallimard, je crois, à l'époque, oui. Et qui vient voir quand ça commence à avoir un peu trop de succès du côté Métal Hurlant, en disant de toute façon, amusez-vous, mais on va vous écraser. Ah oui, elle m'a beaucoup aidé, Françoise Verny. Françoise Verny, elle était une papesse de Saint-Germain. Et Saint-Germain, en gros, c'est 4 maisons d'édition qui se partagent le concours. Bon, c'est comme ça, qui s'en vendent plus ou moins. Il y a des transferts d'auteurs. C'est très qu'on sent bien. Ils vont dans les mêmes restaurants, le bar à côté de la rue Sébastien Bonnetin.
les éditeurs, et elle ne se rend pas compte que la bande dessinée échappe tout à fait à ça, qu'on est acheté par des lecteurs normaux et que ce n'est pas une pleine page dans les nouvelles littéraires ou dans le magazine littéraire qui va changer notre lectorat. Donc ces menaces n'ont qu'un effet. Par contre, le côté « quand on voudra, on vous écrasera », bah, des fois, quand ça va mal, ça me monte la morale parce que je me dis, tiens, le pilote a baissé. Je suis injuste, parce que le pilote, j'étais très content d'y travailler, mais je vois le pilote baisse, que nous on monte, et je me dis, ah, Françoise Verny, alors que Goscinny, quand je vais le recroiser après, il sera toujours cordial, il sera toujours gentil, il me disait, il n'y a pas de place pour assez de place pour vous, votre génération, vous devriez faire un journal. Une fois. Bon, je n'aurais pas pu le faire avec lui parce qu'il était très pudique et que nous on a fait quelques trucs. Alors on n'était pas les voix des savanes, hein. Il y a eu très peu de sexe dans Métal Hurlant. Il y a eu quelques planches au début parce qu'on a vu qu'on pouvait le faire. Et l'époque voulait ça, je pense aussi. Hein, l'époque voulait ça aussi. Voilà. Et puis après, bah, ça s'est calmé. Parce que quand vous pouvez le faire et que ça ne correspondait pas aux histoires qu'on voulait faire, ça s'est arrêté tout seul. Alors là, on va grouper deux stars internationales, deux femmes stars internationales, Tina Turner et Annie Lennox. Ah, ouais. Ah Oui, alors. Bon, alors Annie Lennox, on va aller très très vite. Pour combattre, j'allais dire, mes angoisses financières, je dépense beaucoup d'argent. C'est-à-dire que pour la caisse tous les soirs, et puis un jour, quelqu'un me dit, tu sais, pour travailler plus, pour travailler mieux, il y a un truc magnifique, c'est la poudre magique, et je touche à la cocaïne, et puis je tombe dedans, je tombe comme ça. Alors je tombe dedans, c'est-à-dire qu'en gros, à 4 h du matin, je me dis, tiens, je vais rentrer chez moi, on aura une petite dernière pour la route, et je me retrouve au cœur sans bas en train de discuter jusqu'à 7 h du matin avec Nougaro devant la porte de cette boîte où il n'y a que des noirs. Et puis, ah merde, ce matin on fait un interview d'Annie Lennox. Allez, une petite dernière, et j'arrive, j'ai les mâchoires soudées. Alors on fait l'interview d'Annie Lennox, Manoff fait l'interview d'Annie Lennox, parce que moi je fais et alors elle se marre, parce qu'elle me voit venir. Et alors Tina Turner, on est plus dans le conte de fées. Parce que Tina Turner, j'ai croisé sur le tournage de Mad Max, où elle est insupportable. C'est-à-dire qu'elle donne son chemin la veille, parce qu'elle marche en talons aiguilles dans le désert. Donc il faut mettre des planches sous un peu de sable pour qu'elle puisse rester en talons aiguilles tout le temps. Et mon meilleur souvenir avec elle, c'est un jour, c'est l'époque où la télé, on est les rois du monde, hein, on a inventé le pétrole. Donc un jour on me dit, tu fais quoi ce samedi? Je dis rien, on prend un avion, on est à Washington. Et on voit un concert de Tina Turner. Et puis après, moi je ne sais pas l'époque, je ne connais pas Washington, je ne sais pas que c'est un ghetto noir avec au milieu la Maison Blanche et tout ça, mais tout autour c'est une des villes les plus ghettoisées d'Amérique. Alors on fait le 2 ou 3 rues où il y a Lincoln, tout ça et tout, et puis on va aller plus loin et on voit que ça commence à craindre un peu quand même, hein. Alors, on va être un peu bizarre. Alors il dit, là, pour votre sécurité, messieurs, dames, vous n'allez pas plus loin. Alors, Tina Turner, elle dit, je suis Tina Turner. Si je veux aller plus loin, il dit, c'est particulièrement vrai pour vous, madame. Vous n'allez pas plus loin, parce que je ne peux pas garantir votre sécurité. Et puis il est reparti. Mais c'était un personnage. Sur le tournage de Mad Max, je l'ai croisé, il y a Mel Gibson, qui est à l'époque un garçon très basique, qui tape le carton avec les électriciens et tout, puis qui fait sa prise et tout, et puis elle, il y a dans sa tente à air conditionné, son machin avec ses trucs, sa coiffeuse qu'elle fait revenir au milieu de la prise, en disant, là, j'ai vu mon ombre sur le mur, et mes cheveux, là, ils n'étaient pas exactement comme avant. C'est une casquette première. Je veux bien qu'elle ait eu des difficultés avant, une vie difficile avec son mari génial. Mais en plus, à ce moment-là, elle se met à faire une musique, moi, qui ne m'intéresse plus. C'est de la musique FM. Alors que Tina Turner, pour moi, c'est River Deep Mountain High, ce qu'a très très bien montré Gottlieb avec ses poses lascives et tout. Pour la petite histoire, et c'est pas du cancan, elle fait partie de ces chanteurs à voix qui, des fois, n'en ont pas trop.
Donc elle avait une choriste, tout comme Hallyday à un moment, un type derrière, qui parfois pallie à des manques vocaux, parce qu'on ne peut pas tous les jours être bon. Moi j'ai fait un concert un jour de mon chanteur préféré de tous les temps, qui est Al Green, qui est un concert où il était totalement à faute. Alors il nous a montré un petit papier, et puis après il a fait lire un mec à côté, il a dit bah, vous allez tous monter sur scène, et puis on va tous danser sur la musique, et on est un très beau concert de Al Green, sans Al Green. Si, il était là d'ailleurs. Mais c'est une belle période, alors c'est une belle période parce que musicalement, bon, c'est l'arrivée du funk à fond la caisse, c'est l'arrivée d'un truc un peu mythologique parce qu'il y a la fusion entre jazz, rock et tout, avec Prince, etc. Michael Jackson, il ne faut pas oublier que c'est Ron Templeman, un Anglais qui a fait Boogie Night et qui écrit ses chansons. C'est l'époque où Run DMC fait un clip avec Aerosmith. Donc tout d'un coup, tout se mélange. Et en France, on voit arriver les petits jeunes. Alors les petits jeunes, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui sont passés par métal. Elie Medeiros, carrière de dessinatrice déjà foutue, parce que c'est joli ce qu'elle fait, mais ça ne marchera pas. Bon, elle va rencontrer Jacques No et tout. Il y aura Pete Boris aussi, il y en aura d'autres. Et Margerin également, avec cette chanson que tu aimes. Margerin, pour rigoler, ils vont faire un groupe avec Denis Cyr, avec Dodo, avec tout ça. Et ça va être un numéro 1 hit parade. Alors eux ils rigolent moins, et Dodo aussi parce qu'elle aimait bien être numéro 1 hit parade, mais eux ils ont plutôt envie de dessiner, puis ils se rendent quand même bien compte qu'ils ne sont jamais les musiciens du siècle. Denis Cyr il est rock classique et tout, Jean-Claude Denis il est très West Coast, Vuillemin, c'est Vuillemin, c'est du punk exagéré, Dodo elle se verrait bien dans une carrière, ouais la Mylène Farmer. Donc c'est un groupe qui ne durera pas longtemps. Alors là c'est marrant parce que eux me disent toi tu es parti faire de la télé, tu nous as un peu abandonné. Et moi je leur dis attendez, moi vous m'avez abandonné 2 fois. Quand il y a eu le groupe, alors là vous étiez plus joignable, vous avez tourné en province partout. Et puis après quand vous êtes parti chez Bizot, faire Zoulou, après vous êtes revenu. Mais pardonne mais n'oublie pas, ça je l'aurais dit plus tard, ils sont revenus. 8 numéros de Zoulou, il y avait un truc qui s'était cassé. En fait, les ennuis qu'avait eu Goscinny, j'en ai revécu une partie. Le jour où un dessinateur m'a dit toi tu es derrière ton bureau, costume cravate, et moi je crève de faim et tout. Je me suis dit ah tiens, ah oui c'est vrai j'ai un costume cravate. J'ai vécu aussi ces petites trahisons comme ça, qui sont, c'est pas des trahisons, c'est que quand on monte la boîte, c'est une boîte de bras cassés. Et puis tout d'un coup, on grossit, on achète des fabrications, on a tout ça, et je deviens le patron. Voilà. Et je passe le temps à dépenser l'argent de la société. C'est pas vrai, c'est mon argent à moi. Je fais des emprunts que je finirai jamais de payer. Donc j'ai bien le droit de le dépenser. Mais je découvre que c'est d'être patron. Je serai une 2e fois plus tard. Ça se passera de manière plus carrée parce que je garderai mes distances, sachant que je suis le méchant patron. À l'époque, je ne suis pas le patron. Je suis le chef d'une bande d'hirsutes, d'hurluberlus, de fous furieux, de dingos, où il y a aussi bien Charlie Schlingo que Paul Gillon qui nous a rejoints et Raymond Poivet qui nous a rejoints, et tous les deux disent ça leur donne un coup de jeune. Et Charlie Schlingo, ce prince des poètes et grand chanteur par ailleurs, et dessinateur totalement invendable, il a été publié par, je crois, sur Charon, dans Charlie Mansuel et tout, ça va marcher. Il l'a viré. Il a été publié par Robial, ça va marcher, il l'a viré. Alors un jour, je dis à Charlie, Charlie, je ne peux plus te publier parce que on ne te vend pas du tout. Et il me dit, oh, bah, c'est comme Robial et c'est comme Charon, bah, tu sais, on va les fêter ça, on va les se bourrer la gueule. Voilà. Et voilà. Alors, mesdames et messieurs, on va bientôt arriver à la partie séance de dédicace. Ce soir, vous le savez peut-être, il y a la finale d'une émission qui s'appelle Danse avec les stars. Bon, les stars, on les cherche. Là, on a un candidat qui a vraiment fait, avant l'émission, Danse avec les stars. Et la star en face, c'était juste Mick Jagger en personne. Ça remet en perspective les candidats de l'émission, croyez-moi. Alors, en plus, ça y est, on a retrouvé une photo, au moins, qui était prise par Pigozzi, parce que je vois ce petit mec, un tout maigre, comme ça, qui se prend pour Tina Turner, là, il danse.
Moi, je me prends pour James Bond, c'est pas mieux, hein, parce qu'il faut chercher la ressemblance. Et on est là, dans une boîte de nuit. Je me souviens que c'est Joe Starr qui fait le disque jockey et qui a Béatrice Dalle qui grimpe le long d'un mur de lierre pour essayer d'attraper Joe Starr. Et je commence à danser devant ma femme. Alors, je fais tout, je fais mon malin, je fais mon shuffle et tout, je glisse les pieds, je fais un peu le robot et tout. Et tout d'un coup, pof, un petit coup de fesse, et Mick Jagger se met en face de ma femme et commence à faire son numéro à la Mick Jagger. Oh, moi, je fais un petit coup de fesse, hein. Et puis, c'est mon tour, et puis il me donne un coup de fesse, et j'ai pas laissé gagner. Il était meilleur quand même, il avait plus de pratique. Mais enfin, c'était quand même les deux petits blancs maigrelet avec des grosses bouches qui se prenaient pour des danseurs noirs, ce qu'on était ni l'un ni l'autre en réalité. Bon, ceci dit, moi j'aime toujours autant parce que quand on voit cette envie, quand on voit ce par quoi il est passé et cette envie d'être toujours en scène, simplement je me dis, je suis pas allé le voir à dernier concert. J'ai envoyé ma femme, j'ai envoyé mes filles, j'ai envoyé mon fils. Mais je me suis dit, je vais me faire du mal. Puis j'ai un copain qui m'a dit, le concert du lundi, tu te serais fait du mal. C'était pas terrible. Mais le concert du mardi, ils assuraient un maximum. Puis je me dis, mais c'est incroyable ça. Nous, on voulait nous emmener voir au mieux Gilbert Bécaud. J'adorais d'ailleurs. Et maintenant, il y a 3 générations, avec les grands-parents qui disent, viens voir les Stones, c'est des classiques. Alors là, l'idée de rock'n'roll, elle a totalement changé. C'est-à-dire que je pensais d'ailleurs que le rap allait dégager tout ça, c'est pas le cas, parce que le rap a pris sa place, mais à côté, maintenant le rock, ça fait partie de la culture. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. C'est vrai que nous, on était... C'est pour ça que j'adorais le punk. Le punk, c'est le moment où tous les orchestres deviennent symphoniques. À part Procolarum, qui avait une légitimité, Gary Brooker, qui savait jouer avec les grands orchestres, tous les autres, les Who, avec le garçon coiffeur, la Roger Daltrey et tout ça, les autres, qui se mettent tous à jouer avec les orchestres gigantesques, je me dis, mais c'est plus du rock tout ça. Alors quand arrivent les punks, ils ne savent pas jouer 3 notes. Hein. Mais ils ont l'énergie, ils ont la mauvaise volonté, et je crois que mon punk préféré, il se remet à la musique là, c'était Marc Caro, avec son premier groupe qui s'appelait Les Parasites, qui faisait du son, qui faisait que dans l'infrason dérangeant. Et donc j'arrive un peu en retard au concert. Et la salle est vide, il reste 10 personnes. Alors je regarde la fin du concert et après je vois, je dis, ça a été une super réussite. Hein. On avait une salle pleine au début, les sons qu'on leur a balancés, ils n'ont pas supporté, ils sont tous partis. Quel succès! Merci Jean-Pierre, vous êtes tous restés, il y en a qui sont même venus entre-temps. On a dévoilé, allez, en 1 heure, on a dû dévoiler même pas 10% de ce très très beau livre. Un grand merci Jean-Pierre d'être venu nous en parler. C'est moi qui suis content, parce que j'ai fait un peu de boudin pendant 2-3 ans. Sur un bouquin improbable qui était en gros, je voulais faire Elifort, mon histoire de l'art à moi, avec des images, je faisais un truc, et j'ai failli lâcher la bride, et le fait de faire ce bouquin grâce à Christophe Quillien, qui me l'a arraché, mais au forceps, ça m'a redonné envie d'écrire, ça m'a donné envie de faire des trucs, alors je suis déjà sur la suite, là, c'est encore top secret, mais ça m'a redonné envie de faire des bouquins, de faire de la bande dessinée, de faire d'autres choses encore, parce que bah oui, j'ai la chance de faire un métier qu'on peut effectivement faire toute sa vie. Est-ce que j'en vendrai? En fait, les quelques bouquins que j'ai faits, qui sont très très bien vendus, j'ai jamais pensé qu'ils se vendraient. J'ai fait 2 bouquins, je ne dirais pas lesquels, en disant ça va cartonner, ils n'ont pas marché. Donc heureusement que je ne suis pas un bon commerçant, parce que mon instinct, c'est de faire le livre que j'ai envie de lire moi, d'éditer le journal que j'ai envie de faire moi, de sortir le DVD que j'ai envie de voir moi. Et puis on s'est retrouvé avec ça en terrain commun. Je dirais qu'en phase de fin, je dirais que quand je quitte Pathé, parce qu'on s'est engueulé sur un film qui s'appelle Barking Dog Never Bite, de Bong Joon-ho,
et que Pathé m'a dit celui-là on sort soldé, on n'y croit pas. Quand je vois 25 ans plus tard, il a la Palme d'Or avec Parasite. Bêtement, j'ai regardé ma femme, je dis, tu vois, on a gagné. 25 ans après, il a la Palme d'Or, notre Coréen. Alors c'est ça aussi qui est marrant dans une vie. Bon, ce qui est dommage, c'est que ça se déroule dans un seul sens. Mais ce qui est marrant, c'est de se dire, ça y est, avec nos Coréens, on a gagné. Eh bien voilà, une très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà, si vous souhaitez faire dédicacer votre exemplaire, évidemment, on va tout installer. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence.